Je suis Dr Mahdawi, votre détective clinique. Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle session de préparation intensive aux examens. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective pour décortiquer une condition vraiment fascinante, le syndrome de Klinefelter. Le but, c'est de maîtriser les critères diagnostiques sur le bout des doigts pour que vous ne tombiez plus jamais dans les pièges des cas cliniques. Une fois qu'on a compris la mécanique derrière tout ça, vous allez voir, les pièces du puzzle s'assemblent toutes seules. Au menu aujourd'hui, on va d'abord démasquer le coupable génétique, passer en revue les indices physiques, analyser les preuves biologiques, parler du traitement et pour finir, on va tester vos réflexes avec quelques vignettes d'examen bien ciblées. C'est parti? Section 1. Le coupable génétique. Trouvons la racine du problème. Alors, petite question pour vous chauffer. Qu'est-ce qui relie un patient de très grande taille, une gynécomastie et un profil chromosomique bien spécifique chez un individu de phénotype masculin? C'est exactement le jour de combo qui doit direct allumer une alarme dans votre tête le jour de l'examen. Et bingo, c'est le syndrome de Klinefelter. Le truc incontournable à revenir ici, la signature absolue de ce syndrome, c'est le karyotype XXY. On a un patient avec une apparence masculine, mais qui se retrouve avec un chromosome X en trop. C'est littéralement la base de tout ce qu'on va voir ensuite, donc gravez-le dans votre mémoire. Alors, pourquoi ce chiffre 15? C'est une règle d'or assez mathématique en génétique. Chaque chromosome X supplémentaire, par exemple, si on a du XXXY, ça fait chuter le QI d'environ 15 points. Mais attention, gros piège classique, le QI moyen d'un patient Klinefelter tourne autour de 90. Donc, oubliez l'idée d'un retard mental sévère systématique. La plupart de ces patients que vous verrez auront une intelligence et une apparence tout à fait normales au quotidien. Section 2. Les indices physiques. Comment repérer tout ça en clinique? L'examen clinique, c'est là que vous jouez au vrai détective. Cherchez ces mots-clés typiques dans vos énoncés. Une grande taille, souvent au-delà d'1,88 m. Des bras et des jambes super longs. Ensuite, des petits testicules. Une vraie atrophie testiculaire. Une gynécomastie, donc un développement anormal de la poitrine. Et enfin, une pilosité faciale vraiment très clairsemée. Si vous cochez ces cases, vous tenez très certainement votre diagnostic. On passe à la section 3, l'épreuve biologique. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le sang? Eh bien, tout ce qu'on vient de voir s'explique par une énorme pagaille hormonale. Dans vos analyses, vous allez observer une chute de la testostérone et en face, un ratio œstrogène sur testostérone qui grimpe en flèche. Et c'est justement cette dominance relative des œstrogènes qui est la cause directe de la gynécomastie et de l'atrophie testiculaire. C'est un concept fondamental qu'il faut absolument maîtriser pour valider vos dossiers cliniques. Section 4. Le protocole de traitement. Comment on gère ce diagnostic en pratique? Bon, on a résolu l'énigme, mais on fait quoi maintenant? C'est une prise en charge à vie, mais qui est assez directe. Le pilier central, c'est la supplémentation en testostérone. C'est vital pour développer les caractères masculins, maintenir la masse musculaire et protéger les os. Et en complément, selon les besoins, on peut orienter vers de l'orthophonie ou une thérapie du langage si le patient présente quelques petits retards de développement dans ce domaine. Section 5. Les vignettes d'examen. Allez, on se projette en salle de consulte et on teste vos réflexes. Imaginez la scène. Un ado de 15 ans débarque avec des troubles du comportement et un très léger retard intellectuel. Il est vraiment immense pour son âge, alors que ses parents sont de taille moyenne. Vous l'examinez. Je vous l'examinez, bassin large, presque pas de poils et de tout petits testicules. À votre avis, en lisant ça, qu'est-ce qu'on s'attend à trouver d'autre à l'examen? Eh oui, sans surprise, on s'attend à observer une gynécomastie. Et pour confirmer tout ça, un frottibutal vous révélera logiquement ce fameux karyotype XXY. Vous voyez comment tout le tableau clinique s'emboîte parfaitement? Alors là, attention. Voici le piège classique que les examinateurs adorent vous glisser.
Si les parents de ce garçon vous demandent s'il y a un risque que leur prochain enfant ait la même chose, vous répondez quoi? Vous devez les rassurer. Le risque de récurrence est exactement le même que dans la population générale. Zéro risque accru pour une future grossesse. Retenez bien ça. On enchaîne avec un autre grand classique, l'infertilité chez l'adulte. Un homme de 32 ans, 1,91 m, peau claire, presque pas de barbe, des petits testicules fermes et une légère gynécomastie. Sa femme n'a absolument aucun souci, mais lui, son spermogramme affiche un 0 pointé. Absence totale de spermatozoïdes. Face à ça, c'est quoi le prochain test à faire? Directement, on demande une analyse du karyotype. C'est l'examen de référence, le fameux gold standard pour confirmer le modèle XXY et expliquer enfin la cause sous-jacente de cette infertilité à notre couple. Faut vraiment que ce soit un réflexe automatique. Allez, une dernière vignette un petit peu plus corsée. Un jeune homme de 20 ans, gynécomastie persistante, testicules anormalement petits et très fermes. On lui fait une biopsie testiculaire et on tombe sur une fibrose et une hyalinisation des tubes séminifères. Les cellules de Leydig font des amas et le karyotype confirme le XXY. En sachant tout ça, côté labo, vous attendez à quel résultat spécifique? Vous l'avez sans doute deviné, une baisse flagrante du niveau de testostérone. Tout nous ramène toujours à ses défauts hormonaux centrales. C'est lui le vrai chef d'orchestre qui déclenche absolument tous les symptômes qu'on vient de lister. Voilà, c'est ça qui est génial avec notre métier. Vous pigez un seul repère génétique et d'un coup, tout le tableau clinique prend sens de façon quasi magique. Si un simple chromosome en trop nous permet de résoudre si élégamment un puzzle aussi complexe, imaginez un peu toutes les autres énigmes syndromiques qui n'attendent que vous dans les couloirs de l'hôpital. Gardez l'œil grand ouvert, futurs confrères, et bon courage pour la suite de vos révisions. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.